Ce mot a surgi dans notre lexique commun avec la force d'une évidence soudaine à la faveur des conflits médiatiques et des bouleversements géopolitiques récents, comme le confinement est apparu de manière totalement inopinée dans nos existences en 2019. The propagande. 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 La propagande, puisqu'il s'agit d'elle, s'est imposée aujourd'hui comme une clé de lecture incontournable d'un monde en perpétuelle guerre des récits. Mais puisque c'est une notion récente et surtout complexe, j'ai remarqué qu'elle est souvent mal comprise. Depuis l'opération militaire russe en Ukraine, et avec l'émergence vibrante des États du Sahel, qui affirment sans complexe leur souveraineté face aux anciennes puissances tutélaires, le terme est sur toutes les lèvres et surtout sur les lèvres des dirigeants et des chroniqueurs télé du monde occidental qui en font à la fois un anathème et une arme discursive. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est que cette force insidieuse qui modèle nos perceptions? Qui sont ces architectes et surtout, comment opèrent-elles pour rendre désirables les pires des entreprises, des coups d'État déguisés au génocide en passant par la préparation de nos esprits à la guerre? Si toi aussi ces interrogations te taraudent l'esprit, ou si tu veux explorer ce sujet-là avec moi, alors bonjour et bienvenue sur la chaîne O. Les jeunes Africains parlent de manière totalement dépassionnée des réalités africaines. La propagande, c'est quoi? En tout cas, la propagande, c'est bien plus qu'un simple mensonge. C'est bien plus qu'une publicité agressive. C'est un système organisé de diffusion et d'implantation d'idées, d'idéologies ou de doctrines qui vise à persuader, à influencer et, in fine, fabriquer un consensus social ou une adhésion passive. Son objectif ultime, c'est le contrôle du comportement et de l'opinion à une échelle massive. Si ses racines sont anciennes, la congrégation de propagande est de Fide, du pape Grégoire XIII au XVIe siècle en une illustration canonique. Ces méthodes ont atteint aujourd'hui avec les technologies modernes de communication et les sciences comportementales un degré de sophistication et d'omniprésence qui est inédit. Et il faut le dire, ce n'est pas l'apanage d'un seul camp. Ce n'est pas l'histoire de quelques personnes. C'est un outil, c'est une arme asymétrique qui est utilisée par tous les acteurs du pouvoir, que ce soit les États, les corporations ou encore les mouvements idéologiques. Tout le monde a recours à la propagande. La propagande économique, d'ailleurs la plus fluide et la mieux financée, a par exemple créé de toutes pièces nos désirs de consommation, comme l'a démontré Édouard Bernays en faisant de la cigarette un symbole d'émancipation féminine pour trouver au sein de l'agence féminine un nouveau marché du tabac. Ou encore, lorsqu'il a créé le petit déjeuner américain dans le but d'augmenter les ventes de bacon aux États-Unis d'Amérique. So I called up a Debutante friend of mine, asked her to get another friend and two young men whom they liked, and I also instructed them on how to give information about what they did to the newsreels, weekly newsreels, to the newspapers, to the three important press associations, the AP, the United Press and International News Service, and to walk from 34th Street to 57th and back and forth, lighting torches of freedom to protest man's inhumanity to women by a taboo against smoking. Next morning, there wasn't a newspaper in the United States, even the New York Times had a front page story, Debutantes light torches of freedom to protest man's inhumanity to women by a taboo against smoking, lighting cigarettes in their walk. The interesting thing to me was that within 3 days, the newspapers, without any intercession on my part, published accounts that women were smoking in Union Square in San Francisco, in Union Square in Denver, and on the Boston Commons. And to my surprise, within 6 weeks, on their own, without any intercession on my part, the League of Theaters, which had a ban on women smoking
in the smoking rooms under the orchestras of every good theater in New York, lifted the ban and women were allowed to smoke. That obviously set a trend. Many years ago, our client was the Beechnet Packing Company. One of their basic problems was bacon. We made a research and found out that the American public ate very light breakfasts of coffee, maybe a roll, and orange juice. We thereupon decided that the only way to meet the situation was as follows. We went to our physician, found that a heavy breakfast was sounder from the standpoint of health than a light breakfast because the body loses energy during the night and needs it during the day. We asked the physician, after telling him why we were talking to him, would he be willing, at no cost, to write to 5,000 physicians and ask them whether their judgment was the same as his, confirmed his judgment. He said he would be glad to do it. We carried out a letter to 5,000 physicians. Obviously, all of them, we got about 4,500 answers. All of them concurred that a heavy breakfast was better for the health of the American people than a light breakfast. That was publicized in the newspapers. Newspapers throughout the country had headlines saying 4,500 physicians urge heavy breakfast in order to improve health of American people. Many of them stated that bacon and eggs should be embodied with the breakfast, and as a result, the sale of bacon went up. And I still have a letter from Bartlett Arkell, president of Beechnet Packing Company, telling me so. Si on la retrouve dans tous les domaines, c'est dans le domaine géopolitique que la propagande montre sa puissance la plus terrible et son impact le plus concret dans le destin des peuples. Le génie de la propagande moderne réside dans sa capacité à se parer des atours de la vérité, de la moralité et de l'urgence. Pour légitimer l'illégitime, elle suit souvent un manuel tacite brillamment exposé par Lord Arthur Ponsonby dans Falsehood in Wartime. Ce manuel est aujourd'hui appliqué avec une régularité de métronome. Il y en a 10 au total, 10 méthodes. Je vais vous résumer en 5. Premièrement, nous ne voulons jamais la guerre. C'est l'autre qui la provoque toujours. Toute intervention, qu'elle soit militaire, économique ou politique, est présentée comme défensive ou préventive. En tout cas, c'est une réponse nécessaire à une agression ou une attaque probable. We know that Saddam Hussein is determined to keep his weapons of mass destruction. He's determined to make more. Given Saddam Hussein's history of aggression, given what we know of his grandiose plans, given what we know of his terrorist associations, and given his determination to exact revenge on those who oppose him, should we take the risk that he will not someday use these weapons at a time and a place and in a manner of his choosing, at a time when the world is in a much weaker position to respond? The United States will not and cannot run that risk to the American people. Leaving Saddam Hussein in possession of weapons of mass destruction for a few more months or years is not an option, not in a post-September 11th world. Deuxièmement, l'adversaire incarne le mal absolu. Il est diabolisé, déshumanisé. Que ce soit le dictateur Maduro, les moullas fanatiques d'Iran, les juntes du Sahel ou le terrorisme du Hamas, l'objectif est le même. Il faut vider l'adversaire de toute substance, de tout motif légitime ou de toute complexité pour en faire une cible moralement acceptable. Saddam Hussein's use of mustard and nerve gas against the Kurds in 1988 was one of the 20th century's most horrible atrocities. 5,000 men, women, and children died. His campaign against the Kurds from 1987 to 89 included mass summary executions, disappearances, arbitrary jailing, ethnic cleansing, and the destruction of some 2,000 villages.
he has also conducted ethnic cleansing against the Shia Iraqis and the Marsh Arabs, whose culture has flourished for more than a millennium. Saddam Hussein's police state ruthlessly eliminates anyone who dares to dissent. Iraq has more forced disappearance cases than any other country. Tens of thousands of people were reported missing in the past decade. Nothing points more clearly to Saddam Hussein's dangerous intentions and the threat he poses to all of us than his calculated cruelty to his own citizens and to his neighbors. Clearly, Saddam Hussein and his regime will stop at nothing until something stops him. En 3, nous défendons une noble cause, la démocratie, la liberté, la sécurité. La violence est sanctifiée par un objectif supérieur, un idéal qui justifierait l'emploi de tous les moyens. Par cette attaque, le Kremlin a voulu ébranler nos valeurs, montrer la faiblesse des démocraties. Ne nous y trompons pas. C'est bien la liberté et le pluralisme qu'il remet en cause. C'est bien nos modes de vie et nos valeurs qu'il agresse et qu'il veut faire tomber. Pour nous, tourner le dos à l'Ukraine, ce serait tourner le dos à nos valeurs. Ce serait trahir la confiance de nos alliés et faire acte de faiblesse. Ce ne serait certainement pas la paix, mais la porte, au contraire, la porte ouverte à de nouveaux conflits, de nouvelles blessures et de nouvelles guerres. Alors quand la liberté et la démocratie sont sous les bombes, nous n'avons pas le droit de faiblir, pas le droit de louvoyer. La France et l'Europe doivent être au rendez-vous. Quatrièmement, l'ennemi commet des atrocités délibérées. Nous, nos erreurs sont accidentelles. Cette asymétrie narrative-là est cruciale. Les victimes de notre camp sont pleurées, sont individualisées. Les victimes qui sont causées par nos alliés ou par nos propres actions sont minimisées. Elles sont noyées dans des justifications comme dommages collatéraux, boucliers humains, ou elles sont tout simplement tues. Il utilise les populations civiles comme boucliers humains. En agissant de la sorte, le Hamas met en péril les espoirs de paix dont les Palestiniens ont tant besoin. Je reconnais bien volontiers la complexité à protéger les civils, car le Hamas, toujours plus enclin à l'ignominie, se sert de la population civile comme bouclier humain. Ce sont des victimes collatérales d'une guerre comme il y en a dans toutes les guerres. Depuis 2 ans, les civils ukrainiens sont ciblés par des frappes russes. Encore ces dernières semaines, à Kiev ou à Kharkiv, des drones et des bombardements russes ciblent délibérément des quartiers résidentiels, tuent familles et enfants, sans état d'âme et sans distinction. Et évidemment, quand vous avez des combattants du Hamas qui se cachent derrière les civils, évidemment que vous bombardez là où il y a des civils. Les enfants Bibas. Parlons des enfants Bibas. Seraient-ils morts s'ils n'avaient pas été enlevés et séparés de leurs parents ? Est-ce qu'ils seraient morts ? Mais bien sûr que non, mais de la même manière alors, que qui de la même est manière. Responsable ? Mais alors attendez, de la même manière que les 18 000 enfants palestiniens ne seraient pas morts si on n'avait pas un régime d'occupation, de colonisation imposé par le régime israélien. Je ne vous parle pas des 18 000 enfants palestiniens. En 5, et c'est la plus fameuse, vous l'avez déjà sûrement remarqué, il faut faire comprendre que ceux qui doutent de notre discours sont soit des traîtres, soit des dupes. Le dissensus est étouffé, on le criminalise ou on le pathologise. Critiquer la politique israélienne, c'est quoi? C'est être antisémite. Questionner le temps, c'est être agent de Poutine. Remettre en cause l'interventionnisme français au Sahel, c'est être réactionnaire, passéiste ou victimaire. À ces cinq-là, vous pouvez encore ajouter le soutien qu'on va chercher de la part du monde de l'art et de la culture. Vous allez voir Macron s'afficher avec des stars africaines, ou encore Donald Trump s'afficher avec Nicki Minaj dans des meetings, ou l'appeler faire des discours à l'ONU. On veut vous dire de manière implicite que ceux que vous aimez passionnément eux-mêmes soutiennent notre combat. Pourquoi vous ne le ferez pas? Vraisemblablement, les 3/4 du continent africain n'ont jamais connu la colonisation non plus. Et il y a comme un retour du refoulé aujourd'hui. Et il est très utilisé par plusieurs puissances qui jouent leur influence dessus. Et moi, je ne suis pas dupe. Beaucoup d'influenceurs, y compris parfois des gens qui sont sur vos plateaux pour porter une voix, ils sont payés par les Russes, je le sais très bien. On les connaît. Et ils tiennent en boucle ces discours, etc. Ils n'ont jamais connu même la colonisation, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils sont là parce que c'est un discours politique. Alors, après que les antiracistes, c'est-à-dire nous, soyons accusés de racisme par l'accusation d'antisémitisme parce que nous défendons le peuple palestinien et que nous en sommes fiers, et que défendre le peuple palestinien n'a rien à voir avec l'antisémitisme, mais tout à voir avec notre commune humanité. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins de la critique ne mènent pas à l'antisémitisme. On peut critiquer
les États-Unis. Sur votre plateau, il n'y a pas très longtemps, certains s'en sont pris au fait que critiquer les États-Unis, c'était le début de l'antisémitisme. On peut critiquer les États-Unis sans être forcément antisémite. On peut critiquer Israël. On l'a fait sur ce plateau aussi. Le sionisme messianique d'une partie du gouvernement israélien sans être antisémite. On peut soutenir l'idée de justice pour le peuple palestinien sans être antisémite. On peut mettre en cause un système économique, culturel, financier. Que je sache, un ancien président de la République a fait campagne en dénonçant le pouvoir de la finance. Il n'était pas antisémite. Regardons comment ce schéma opère sur des terrains brûlants. Au Venezuela, pendant des années, une campagne médiatique et diplomatique soutenue a peint Nicolás Maduro comme un tyran illégitime, préparant l'opinion publique internationale à accepter des mesures extrêmes. Des sanctions qui asphyxient le peuple, le soutien à un président autoproclamé, des discussions sur des options militaires. La souffrance du peuple vénézuélien qui est exacerbée par ces mêmes sanctions est ensuite utilisée pour justifier la nécessité d'une intervention, créant un cycle vicieux parfait de propagande. Là encore, excusez-moi, mais le Venezuela produit moins d'1% de la cocaïne mondiale. Donc quand on vous dit que c'est une histoire de drogue, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. On peut s'interroger longuement sur ce qui constitue sûrement une violation manifeste du droit international par les États-Unis. La réalité et la bonne nouvelle de l'affaire, c'est quand même que le peuple vénézuélien est libéré, libéré d'un tyran, libéré d'un dictateur. Je vous rappelle quand même la situation économique au Venezuela sous Maduro et sous Chavez. C'est un seuil de pauvreté qui est immense. Il y a 80% des Vénézuéliens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous avez un salaire minimum par mois qui a $1 par mois. Vous avez un quart de la population. C'est le cas aussi au Bangladesh et personne n'a envahi le Bangladesh. Au Sahel, les peuples du Mali, du Burkina Faso, du Niger, qui subissent la violence djihadiste et souvent celle de certaines armées étrangères, voient leur lutte et leurs aspirations souveraines réduites à un simple théâtre de l'influence russe. Leurs critiques légitimes contre la présence militaire française, leur choix politique de coopérer avec d'autres partenaires comme la Russie, sont immédiatement étiquetés comme l'œuvre de la propagande adverse ou encore l'œuvre des régimes antidémocratiques. La complexité de leur situation est gommée au profit d'un récit manichéen qui sert seulement les intérêts stratégiques des puissances extérieures. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours postcolonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc, cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. La plupart de nos équipements sont russes. La plupart. Ils acceptent de nous vendre tout. Et vous avez vu un équipement, je dirais français peut-être ici? Il n'y en a pas beaucoup. Quelques-uns. Aujourd'hui, dans cette guerre, comme on le dit, cette année, nous avons fait l'expérience. On refuse de nous vendre, par exemple, beaucoup d'États impérialistes refusent de nous vendre ce qu'ils disent, ce qui est létal. Des canons qui se montent sur l'avion, on refuse de nous vendre. Et voilà. Et avec la France, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite payer, mais ils ne vont pas nous donner la licence. On ne va pas nous vendre. Et même avec les Américains, on a eu des soucis. Donc, les terroristes doivent avoir une arme. Ils nous tirent dessus. Bon, nous, on ne doit pas avoir ce qui tue. C'est des gaz lacrymogènes, c'est autre qu'on peut nous vendre. Je ne sais pas. Si nous sommes en guerre et que nous avons des populations qui meurent, on veut se défendre, et vous refusez de nous vendre ce qui est létal, vous n'êtes pas nos amis. En Iran, depuis des décennies, la République islamique fait l'objet d'une campagne de diabolisation inouïe et constante. Son programme nucléaire, quel qu'en soit son statut, est présenté comme une menace existentielle immédiate, qui nécessite d'ailleurs le recours à toutes les options, compris la guerre. A nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have
the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing a Les tensions internes, les aspirations légitimes de la population ou de la société civile israélienne sont instrumentalisées pour alimenter un récit de changement de régime nécessaire en faisant abstraction de toutes les conséquences catastrophiques qu'une telle entreprise entraînerait pour toute la région. À Gaza, c'est le comble. Là-bas, il y a un génocide sous couvert d'autodéfense. Pour le cas de Gaza, la propagande atteint son paroxysme moral. Le discours israélien et celui de ses relais internationaux mobilise l'immense capital sympathie lié à la mémoire de la Shoah pour construire un récit d'autodéfense absolue. Depuis plus d'un demi-siècle, les atrocités de la Shoah, le peuple juif n'avait pas connu un tel massacre. S'il appartiendra aux instances internationales compétentes de dire si ces atrocités sont des crimes contre l'humanité, il est certain que ces attaques sont un crime contre les hommes et un crime contre la paix. Et en cela, elles devraient être condamnées sans réserve par tous ceux attachés à la vie, à la justice et à la dignité. Les conséquences de cette attaque sont désormais multiples. La première est bien entendu la riposte d'Israël. Cette riposte est tout à fait légitime. Comme l'a rappelé à de multiples reprises l'ONU, Israël a le droit de se défendre. Et je considère même que c'est un devoir de l'État israélien de défendre sa population. L'ensemble des pays doivent être jugés pour les guerres qu'ils mènent lorsqu'il y a des morts civiles. Mais pas forcément. Bah si. Mais non, pas forcément. Le président de la République l'a affirmé avec force, Israël a le droit à la sécurité, Israël a le droit de se défendre. Les Israéliens font la guerre. Ils font la guerre comme on l'a fait aujourd'hui. Vous savez, quand les Américains bombardaient Dresde en 1944, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient. Et on n'a pas dit que Roosevelt était un criminel contre l'humanité. La réalité d'un siège inhumain de 17 ans, d'une occupation illégale et de la colonisation, de l'apartheid est effacée. Le massacre de dizaines de milliers de civils, en majorité des femmes et des enfants, est justifié par la nécessité d'éradiquer le Hamas, une entreprise qui est présentée comme techniquement et moralement possible. Toutes les critiques contre Israël sont renvoyées à de l'antisémitisme, ce qui permet de verrouiller le débat. Les images de souffrance sont contestées, les rapports des ONG internationales sont ignorés ou discrédités. C'est l'application parfaite du point 4 de Ponsonby. Nos armes ici qui sont fournies et soutenues par les puissances occidentales sont légitimes. Leur mort, c'est de leur faute. Et ça fait presque l'unanimité sur les plateaux télé occidentaux. Le stade suprême de la propagande est peut-être atteint. Là-bas, c'est celui où la propagande n'a même plus besoin d'être énoncée. Elle devient sociologique, comme le théorisait Jacques Ellul. Elle s'infiltre dans les stéréotypes, dans les rêves collectifs, dans l'art et l'éducation. Le rêve américain, par exemple, exporté par Hollywood, est une machine à produire du désir et de la résignation. L'idée que le développement ne peut venir que de l'Occident, c'est un pilier de cette propagande-là. Elle mine la confiance de beaucoup de peuples en leur propre trajectoire. Et c'est la même logique qui fait qu'un téléspectateur de Paris, à Bruxelles ou à Washington, accepte avec fatalité la mort d'un enfant à Gaza, au Yémen ou au Sahel, tout en étant profondément ému par une victime d'un conflit qui est présentée comme juste. Là-bas, on est beaucoup plus ému par les victimes ukrainiennes, par les victimes israéliennes, que par les victimes qui sont causées par la guerre au Congo, par les victimes qui sont au Soudan, par les victimes qui sont au Sahel ou encore les victimes qui sont en Palestine ou au Yémen. L'accusation qui est portée à nos pays, à nos démocraties, à l'Occident, de voir à juste titre ce qu'ils voient eux comme nous, tous ces massacres, cette horreur, mais de ne pas voir l'horreur quand elle se déroule en dehors de chez nous. Et c'est pour ça que le devoir d'humanité, il nous s'impose à nous tous. Pour bien sortir de cette vidéo, il est impératif de retenir que l'esprit critique est la seule arme de résistance massive et permanente parce que la propagande n'est pas une simple intoxication passagère. C'est l'infrastructure narrative d'un pouvoir, c'est le ciment qui lie une population à des projets impériaux, ce qui rend l'injustice tolérable et la guerre désirable. Son importance pour ses auteurs est vitale. Sans elle,
les peuples refuseraient de payer le prix sanglant et économique de ces aventures guerrières que vous voyez partout dans le monde. Comprendre ces mécanismes, c'est faire le premier pas vers l'émancipation. C'est déceler derrière le flot d'images et de mots les vieux réflexes de la diabolisation et de l'autoglorification. C'est refuser le récit unique. C'est chercher les sources alternatives et écouter les voix qu'on essaie d'étouffer. Et enfin, c'est reconnaître et comprendre que la plus efficace des propagandes, c'est celle qui nous fait croire que nous y sommes immunisés, que seuls les autres la pratiquent, que c'est l'affaire des Chinois, des Français, des Russes, des terroristes ou juste du Hamas ou d'Israël. Non, c'est tous les acteurs du pouvoir qui ont recours à la propagande. Alors le combat contre la propagande, ce n'est pas un combat pour une vérité absolue, mais pour la pluralité des récits et pour la dignité égale de toutes les vies humaines. C'est un combat pour que la souffrance d'un enfant palestinien, sahélien, yéménite, israélien ou ukrainien pèse exactement le même poids dans notre conscience morale et dans nos choix politiques. C'est le fondement même de tout véritable humanisme et de toute souveraineté populaire authentique. Partager cette réflexion, c'est participer à ce nécessaire sursaut. Laisser un commentaire, c'est enrichir le dialogue, alors je vous invite à le faire. Je vais vous répondre et nous allons échanger dessus. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir accompagné dans cette exploration et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo.